Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde des sujets qui vous concernent et on commence toujours par une page de notre actualité. Notre dossier quotidien est consacré aujourd'hui à la folie du paddle en Ile-de-France. Si tout le territoire est marqué par cet engouement sans précédent pour ce sport de raquette, l'Ile-de-France est sans conteste l'Eldorado avec un nombre exponentiel de joueurs passionnés. Alors qu'est-ce qui fait que ce sport déchaîne les foules? Comment est-il né? Comment expliquer cet engouement très fort? Comment répondre à cette demande? Et puis derrière, est-ce que ce sport représente une menace pour le tennis? C'est en tout cas ce qu'auraient pensé un certain nombre de joueurs de tennis. Je pense notamment à Novak Djokovic. On va répondre à toutes ces questions avec nos invités. On le fait en plateau dans une minute. En culture, une exposition événement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine sur le mur de Berlin, symbole d'un monde fracturé. Et puis on parlera bien sûr d'art de vivre avec une autre manière de se mettre dans l'ambiance du Tour de France avec l'application La tête dans le guidon. Vous créez votre peloton, vous misez sur des coureurs et puis vous suivez avec encore plus de passion les différentes étapes du Tour. Ça sera en fin d'émission. C'est le nouveau sport incontournable. Il rend tous ceux qui s'y essayent complètement fous, à tel point qu'on ose parler de furie du paddle. Le paddle, mais si vous voyez très bien ce que c'est que ce sport de raquette, j'en suis absolument persuadée, qui se joue sur ce court encadré de vitres et de grillages. Chez les meilleurs, c'est important quand même de regarder les bons, ça donne ça. En Ile-de-France, déjà 10 000 licenciés et autant de passionnés. C'est l'occasion de monter un plateau, évidemment, autour de ce sujet et d'en parler avec nos excellents invités en plateau et en visio. Martin Lévy, vous êtes co-associé de la marque et des clubs paddleistes. Merci beaucoup d'être là. Bonjour, ça va? Ça va super. Et vous êtes accompagné de David Cartier, responsable animation du réseau Fort Paddle. C'est ça. Bonjour à vous aussi. Enchanté. Et en visio avec nous, Franck Binisti, rédacteur en chef de Paddle Magazine. Un mot déjà, messieurs, on va faire un peu de pédagogie. J'arrête pas de dire qu'il y a une folie furieuse autour du paddle, c'est vrai. Il y en a encore quelques-uns qui ne savent pas exactement de quoi on parle quand on parle du paddle ou qui s'en mêlent les pinceaux, avec les rames. Le paddle. On parle pas de ce paddle, là on parle bien d'un sport de raquette. Qu'est-ce que le paddle? Comment il est né? David, tu veux y aller ou ouais, Vous avez 40 secondes. Non, je fais ça. Non, un sport qui vient plutôt d'Amérique latine au départ, tout simplement. Nous, en France, on le pratique depuis peut-être une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. Mais vraiment en Ile-de-France, depuis les premières pistes, c'est en 2014. D'accord. Chez nous, au Fort Paddle, en fait, on avait 2 pistes au centre de Champigny. Et on avait 2 pistes aussi en province sur Bordeaux. Et donc, l'évolution du paddle va très, très, très vite. Et on va avoir l'occasion d'en parler longuement. Pour ceux qui méconnaissent les règles principales du paddle, il y en a beaucoup qui comparent le paddle avec le tennis. C'est pas tout à fait vrai. C'est juste qu'on est sur des surfaces à peu près similaires et qu'on a une raquette. Il y a une balle, mais on joue à 4. Exactement, on joue à 4. Le terrain est fermé, c'est ça aussi la différence. Je parlais tout à l'heure, en effet, de grillage ou de structure en verre. Il y a des vitres derrière, sur les côtés, et puis des grillages. Ça se joue à 4. Et du coup, le concept, c'est quand même qu'on arrive à faire rebondir les balles sur les grillages et que c'est jouable. Et donc, du coup, l'échange dure et fatigue. D'accord. Bon, il fatigue, mais il y a énormément de novices qui, en découvrant la pratique du paddle, deviennent complètement accros. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène, Franck Binisti? Comment est-ce que vous expliquez que des gens qui n'ont jamais joué au paddle se retrouvent accros presque du jour au lendemain? Ah, ça, c'est la question à 10 000. C'est, comme l'a dit David, c'est un sport qui existe depuis longtemps. Depuis les années 90, le paddle vraiment s'est développé, notamment en Espagne et dans les pays globalement d'Amérique du Sud. Et puis en France et dans les pays d'Europe, ça s'est développé après le Covid. Je pense qu'il y a eu un effet Covid. Voilà, il fallait absolument toucher, faire du sport. C'était un sport qui a été partiellement autorisé. Les gens s'y sont mis, ont découvert ce sport. Et puis une fois qu'ils y ont touché, ils se sont dit on va continuer après le Covid. Le côté peut-être famille, le fait de jouer avec le frère, le fils, le grand-père, et puis de voir que finalement on peut s'amuser assez aisément et très rapidement, surtout quasiment instantanément. Au bout d'1 heure de jeu, on va pouvoir s'amuser, contrairement à des sports justement qui sont plus
difficile d'accès, comme le tennis, où il faut pas mal d'années avant vraiment de s'amuser et de jouer à ce sport. Là, c'est quasiment instantané. Voilà, le côté accessibilité probablement est l'une des clés, même si ça explique pas pourquoi ça explose maintenant et pas il y a 30 ans. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez finalement de ces barrières à l'entrée. C'est vrai que dans le paddle, il n'y en a quasiment aucune. Non. On peut arriver avec un équipement mini Exactement. et commencer à jouer. Alors il faut, de la part de ceux qui jouent un peu mieux, un peu de patience, c'est vrai au début. Il y a pas mal de vidéos très drôles où c'est un homme qui arrive sur un cours avec sa compagne et qui dit « Bon, j'ai dû la supporter pendant les 2 premières heures de paddle, mais au final, on progresse très vite et c'est ça qu'on note, c'est ça qui est important. » On a une vraie progression. C'est très très facile par rapport au tennis. Techniquement, on sait que c'est très complexe. Tout de suite, quelqu'un qui joue très bien au tennis contre quelqu'un qui est débutant, il n'y aura pas d'échange plus que ça. Ça va être très compliqué de s'amuser pour les deux, en vrai. Alors qu'au paddle, quelqu'un qui sait bien jouer, du moment qu'il y a un peu d'échange, tout de suite, que ce soit avec les hommes, les femmes, les enfants, donc c'est très familial, Franck le disait, c'est hyper intéressant. Et puis on a une multitude de sportifs. Chez nous au Fort Paddle, on est créateurs de joueurs. On a cette force avec le groupe Players d'être la même enseigne que le Five, en fait, tout simplement. Il y a le Five et le Fort Paddle, et nous, on crée, par exemple, chez nous, beaucoup de joueurs, avec beaucoup de footballeurs qui se mettent à jouer au paddle, et ça, c'est très fort, qui fait que ça monte, et que c'est là qu'on voit l'engouement, c'est qu'on se retrouve avec potentiellement peut-être 40%, 50% qui viennent du foot, qui n'ont jamais touché de raquette, mais parce que c'est facile, et parce que je peux jouer avec la copine, je peux jouer avec les copains, je peux jouer avec les enfants, et donc, voilà. Et ça revient... C'est un sport très ouvert. Un sport très ouvert, très mixte, et assez collectif quand même. C'est un vrai sport d'équipe. Ouais. Par rapport au tennis, on a un vrai sport individuel. C'est un vrai sport d'équipe. Donc je pense que le joueur de foot, il s'y retrouve en ayant ce côté un peu équipe quand même. Il y a un côté un peu meilleur des deux mondes. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye de réconcilier le sport co avec des sports individuels. Vous aussi, vous remarquez qu'il y a énormément de sportifs qui finalement viennent au paddle en plus de la pratique d'un autre sport ou qui font ça à côté d'une autre activité, d'un autre engagement. C'est vrai que déjà à notre club, donc le club qu'on a ouvert dans le 12e arrondissement, on a une communauté donc très très urbaine et très mixte, c'est ce qui nous a aussi surpris, mais aujourd'hui le padel ça se joue filles-garçons, en fait il n'y a pas d'enjeu de puissance qu'on pourrait avoir sur un match de tennis ou ce genre de choses, donc c'est vrai qu'on a il y a une mixité qui est plus évidente que sur d'autres. Ça se joue assez facilement et en effet ça peut être un sport de complément, mais ça devient très vite une addiction. Une addiction. On a nos joueurs viennent 2-3 fois par semaine, très régulièrement jouer chez nous. Donc ouais. On a parlé de l'exportation de cette pratique. Vous m'avez daté à peu près 2014 finalement. Alors chez nous, au Fort Paddle, les premières pistes chez nous sont 2014 chez nous. On a 2 clubs en région parisienne, 2 terrains en région parisienne à Champigny. Vous étiez parmi les premiers Alors je pense qu'en Ile-de-France, on est dans les premiers. Et après, on avait, nous, 2 pistes aussi sur Bordeaux. Et puis alors là, ça va très vite. Aujourd'hui, on est à 25 centres, on a 149 pistes. Donc, justement, quelques chiffres. 106 terrains en Ile-de-France en 2014, 304 terrains de paddle en Ile-de-France aujourd'hui. C'est dire à quel point ça va vite. Est-ce que vous arrivez à vous accorder tous les deux sur le fait que l'Ile-de-France est une forme d'Eldorado de cette pratique? 10 000 licenciés en Ile-de-France, 100 000 au total sur le territoire national. On voit qu'il y a un engouement quand même particulier dans notre région. Parce que il y a le bassin de population, vous pensez que c'est uniquement ça? Pas que, mais finalement c'est aussi lié au nombre de la population. Après c'est vrai qu'à Paris, très compliqué, parce qu'il y a la contrainte particulière, c'est la hauteur sous plafond. Et donc du coup, de trouver des endroits avec cette hauteur-là, c'est pas facile. Donc c'est vrai que vous avez des contraintes liées au foncier, en effet, qui sont importantes. Le foncier est vraiment le premier obstacle au développement. C'est vrai qu'il fait pas le même temps qu'à Madrid. Donc du coup, il faut que ce soit plutôt couvert. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver des endroits, mais on se débrouille pour y arriver. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, nous, il n'y a pas de concurrence entre nous. Parce qu'en vrai, il manque des terrains en Ile-de-France, donc on est plus confrères qu'autre chose en fait. Quand on veut jouer au paddle, si on décide et qu'on est nouveau, qu'on est novice, qu'on veut décider d'essayer le paddle, et qu'on décide de dire ce soir je vais tester le paddle, en fait c'est pas possible aujourd'hui, parce que ça manque de terrain. Donc on est plus confrères, on évolue, on essaie de trouver des endroits pour pouvoir construire des terrains. Nous on va avoir 3-4 centres qui vont ouvrir en Ile-de-France très vite là. Pour répondre à la demande. Et pour répondre à la demande, il y a une vraie demande et on se pose même des questions sur certains centres parce que nous on est
Vu qu'on est group players avec le five. Vous allez me dire. De remplacer certains il y a certains endroits, de five, par exemple, exactement, par 2 paddles, on arrive à faire ce genre de choses. C'est ce qu'on a fait sur le centre, historiquement, sur les premiers centres comme à Créteil. Voilà, et après, on essaye de voir comment... Parce qu'il y a toujours ce côté foot qui marche aussi très bien, donc on a ce côté, nous, on fait attention aux deux. Puis j'imagine que c'est important aussi de continuer à proposer cette variété. 2 offres qui marchent très bien. Sportive. Exactement. Donc, mais la demande est là. Elle est exponentielle et surtout, elle n'a pas l'air de se calmer. Franck Binisti, est-ce que quand on dresse une sorte de prévision de la pratique du paddle en Ile-de-France notamment, est-ce que vous vous attendez à des chiffres records? On parle de 10 000 licenciés aujourd'hui en Ile-de-France. J'imagine que vous vous attendez à beaucoup plus dans 5 ans. Bon, on le sait, on le voit, tous les mois il y en a plus. Alors petite précision quand même sur les chiffres qu'on vient de voir, il ne s'agit pas de licenciés, il s'agit de compétiteurs. En réalité, vous parlez de 100 000 licenciés, ce sont 100 000 compétiteurs, mais en réalité, il faut compter 250 000, alors a priori selon la Fédé, 250 000 joueurs licenciés paddle, soit directement, soit via la licence multi-raquette. Et alors, si on parle de nombre de pratiquants, alors là, on dépasse le demi-million. On doit être à peu près dans les 600 000 pratiquants. C'est pour ça qu'en réalité, on est vraiment loin du chiffre. Il faut faire x5 par rapport au chiffre que vous avez donné. Et c'est pour ça que les clubs, que les réseaux vous disent, bah oui, aujourd'hui, on est en sous-capacité. Il y a une grosse demande, encore que ça va dépendre des régions, mais en région parisienne, clairement. Et donc, oui, dans les 5 prochaines années, toutes les prévisions, c'est qu'il va y en avoir bien plus. Alors, le multiplicateur, difficile, parce qu'à chaque fois, on se trompe. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est sur une courbe très positive. Et puis, surtout, ce qu'ils ont dit, c'est que il y avait à une époque surtout des anciens joueurs de tennis qui se mettaient à jouer au paddle. Aujourd'hui, principalement, ce sont des joueurs qui viennent du foot, des joueurs qui viennent du rugby, des joueurs, même pour certains et même pour une bonne partie, qui ne pratiquent pas forcément du sport, qui ne pratiquent pas de sport et qui vont trouver en le paddle un sport qu'ils recherchaient et qui pouvait s'adapter un peu à leurs conditions physiques. Ça, c'est peut-être le gros point positif de ce sport. Donc on reprécise les chiffres et vous avez eu raison de les spécifier. 600 000 pratiquants à l'échelle du pays, c'est absolument énorme et ça ne fait que grimper. On a parlé du peu de barrières à l'entrée au début ensemble. On a dit que c'était ludique. C'est vrai que c'est sympathique aussi de pouvoir jouer entre collègues, de pouvoir jouer entre amis, de pouvoir jouer avec son conjoint, sa conjointe, un groupe d'amis, en famille, vous l'avez rappelé. C'est aussi facile de commencer. Typiquement, je n'ai jamais joué au paddle de ma vie. On me met sur un terrain de paddle. À partir de quand est-ce que je suis capable vraiment de prendre du plaisir? Si on se parle franchement, est-ce que dès la première séance, vraiment je vais m'amuser? Dès la première séance. Mais pourquoi? Comment c'est possible? Parce que la raquette, elle est pas si grande que ça. Tout compte fait, le terrain. Donc je ne vais pas taper à côté de la balle. On va pas taper à côté de la balle. C'est pas possible. Impossible que vous la ratiez. Et en fait, le terrain est pas si grand que ça. On est à 2 contre 2, donc on n'est pas tout seul. On a les parois autour de nous, donc la balle, elle peut revenir. Même sans aller dans les détails des règles, avec l'histoire qu'il n'y a qu'un seul rebond, il y aura tout de suite de l'échange. De toute façon, il y aura automatiquement d'échange. Donc tout de suite, on se fait plaisir, on sent le truc. On a cette sensation, quand on tape la balle, on se dit, bah ça y est, j'y suis, en fait, j'ai compris. Et je comprends très vite. Et après, on part dans les règles et ça va très vite. Ce qu'on dit souvent, c'est que là, on le voit en tout cas. Moi, je pensais que vous alliez quand même me dire, il faut 2-3 séances d'une heure. Au bout de 2-3, ça devient vraiment addictif. Et là, on se dit, ok, après, ça devient une addiction. Après 3 parties, on y va fort et on reste. C'est vrai, je l'ai vu autour de moi, donc je sais que ce n'est pas un mensonge. Je l'ai constaté et vu de mes yeux vus. Est-ce que c'est aussi un sport qui est respectueux pour les personnes qui ont des problèmes de dos, qui ont, je sais pas, des douleurs aux genoux, qui n'ont pas une excellente forme physique? Est-ce qu'on peut se mettre au paddle, même si on n'est pas un athlète? Oui, je pense qu'on est sur tous les âges et on le voit. Voilà. Parce que c'est pas le cas du tennis, par exemple. C'est pas le cas du tennis qui est plus exigeant et c'est vrai que musculairement, là, ça va, c'est plus facile, évidemment. Comme tu disais, David, un terrain qui est plus petit qu'un terrain de tennis, on joue à 2, forcément, l'effort va être un plus modéré. Et on peut aussi compter, en effet, sur son partenaire de jeu. Lorsqu'on est fatigué, on laisse jouer le copain. Comment est-ce que ça marche d'un point de vue plus logistique? Comment est-ce qu'on réserve sa session? Est-ce qu'on réserve chez vous à l'heure? Est-ce qu'on réserve chez vous à l'heure et demie? Comment est-ce que ça marche? Alors chez nous, c'est des sessions d'1h30 ou 2h. D'accord. Voilà, on a l'application ForPaddle, tout simplement, qui nous permet de réserver les terrains. Je pense que tout le monde fait à peu près la même chose, hein. On passe souvent par les applications. Et ce qui fonctionne très bien, c'est les communautés de WhatsApp pour trouver le quatrième joueur, des fois on a un copain. Exactement. On se dit, et il va y avoir une vraie différence, on en parlera tout à l'heure sûrement avec le tennis, mais il y a une vraie différence aussi avec le tennis, c'est que
c'est qu'on est des centres où on anime beaucoup, il y a beaucoup d'animations, donc il y a toujours du monde pour accueillir, il y a toujours du monde pour expliquer les règles. Au tennis, on va sur un terrain de tennis, dans un club, des fois on arrive, il n'y a personne, on est un peu livré à nous-mêmes, on va tester, on ne sait pas trop, le coach il n'est peut-être pas là en ce moment. Sans oublier que la partie technique, entre guillemets, pour démarrer est aussi très lourde. Oui, c'est vrai. En plus, il y a ces barrières à l'entrée qui viennent bloquer. Alors que nous, tout de suite, c'est assez rapide en fait. Tout de suite, on a des raquettes de location, on a tout ce qu'il faut, on a du matériel, on prête. Donc ça va très très vite. Ça marche pareil chez vous ? Ça marche pareil, l'application. Et c'est vrai que ce qui nous a surpris aussi, nous ça fait 1 an et demi à peu près qu'on a ouvert, l'application Padellist, donc c'est l'application de notre club dédié, elle a été téléchargée plus de 10 000 fois en 1 an. Donc c'est vrai que c'est impressionnant parce que donc ça montre bien que les chiffres en Ile-de-France. Oui, ça montre l'engouement et la corrélation avec le nombre de joueurs, effectivement. Exactement. Et le WhatsApp, le petit groupe WhatsApp pour créer des matchs, et ça se fait hyper facilement. C'est hyper sympa, hyper ludique, et on vient jouer comme on est avec une paire de baskets, et si on a besoin de matériel, on le prend sur place. Il est à dispo. Là, on vient de donner tous les aspects positifs du paddle. J'aimerais qu'on s'arrête sur un aspect peut-être un peu plus nuancé, qui est celui du prix. Quand on aime ce sport et qu'on y joue souvent, vous avez parlé d'addiction tout à l'heure, vous avez dit quand on aime, on y revient 2-3 fois par semaine, et c'est vrai, ça se valide dans les chiffres. Ça commence à coûter cher. C'est un budget. Ça coûte combien une session de paddle à peu près ? À peu près, en tout cas chez nous, mais on a globalement des sur une session d'une heure et demie. Nous, on est sur une heure et demie, il faut compter aux alentours de 20 € par personne. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est un budget. C'est un budget. Si on joue une fois par semaine, c'est vrai que ça fait un budget sport de 80 € par mois. Après, j'en parlais avec ma compagne, etc. Un cours de yoga ou un cours de pilates, on est à 45-50 € de l'heure. Donc, finalement... disons que ça fait partie des sports qui ont des budgets élevés, mais... Et même si on va plus large, on parle culturellement, on va faire un escape game avec des amis, ça va peut-être nous coûter 25 €, même peut-être un peu plus pour 1 heure. En fait, tout compte fait, on n'est pas si loin que ça. C'est juste que dans la mentalité des gens... On n'y est pas tout à fait habitué ? On est moins habitué parce que le sport est très associatif en France. Le tennis, tout compte fait, c'est plus accessible financièrement, c'est vrai. On a des petits abonnements dans les petits clubs, même en province. Ça peut vite grimper. Mais ça peut vite grimper. Quand on est en région parisienne, ça peut vite grimper parce que les gros clubs, automatiquement, mais c'est aussi dû... Et quand on a besoin d'un coach aussi, ce qui est le coach, les installations, faut les entretenir, ça coûte cher. Donc c'est normal. C'est vrai que c'est des frais, le foncier coûte cher. Donc en fait, on peut pas... C'est imputé sur derrière les réservations de cours. Franck Binisti, j'ai une autre question à 100 000 € pour vous. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va aboutir à un modèle d'abonnement sur le paddle comme dans d'autres sports ? Est-ce que vous pensez que les prix vont se stabiliser ? Et on imagine que s'il y a un engouement toujours aussi fort, il n'y a pas forcément de raison. Elles sont difficiles vos questions. Hein. Non mais en fait d'abord, c'est vrai qu'on parle en Ile-de-France par exemple, il y a plusieurs prix. C'est pour ça que c'est compliqué de parler prix comme ça. Ça va du simple au triple presque. On peut passer de 4-5 € à l'heure à 15 € à l'heure. Enfin voilà, donc c'est évidemment plus on se rapproche de Paris intramuros, plus les coûts seront élevés. Et puis il y a peut-être autre chose qu'on n'a peut-être pas dit. Effectivement, ce qui peut coûter cher, c'est peut-être pas. Enfin évidemment c'est un coût. Il y a la location des pistes, mais ce qui va coûter cher, c'est le renouvellement des équipements. Et ça, effectivement, ça peut être un frein, même si aujourd'hui, il y a encore là aussi tous les prix, mais pour vous donner, puisqu'on compare un petit peu avec le tennis, c'est vrai qu'avec une raquette de tennis, on va la garder 1, 2, 3 ans, 4 ans, on a juste à changer le cordage, alors que la raquette de paddle, pour celui qui joue régulièrement, le pauvre, il va falloir qu'il change tous les trimestres. Et parfois, c'est avant. Donc, évidemment, avec un prix moyen d'une centaine d'euros, ça peut vite monter. Donc, voilà peut-être là où on peut... c'est pour ça que je pense que votre question, elle était aussi tournée sur les équipements. Et peut-être qu'on pouvait compléter ça avec sur cette partie équipement. Après, sur la partie abonnement, tarif horaire, il y a déjà il y a des clubs qui proposent quelques abonnements, etc. Mais aujourd'hui, il y a une telle demande que si on met en place des abonnements automatiques, on le voit bien, les terrains sont pris par les mêmes joueurs et du coup, c'est quasiment impossible pour satisfaire tout le monde. Alors c'est intéressant puisque c'est finalement face à une demande qui est trop élevée qu'il est impossible de créer une vraie logique d'abonnement comme on peut la connaître sur des registres tout à fait différents, mais sur une salle de sport ou sur des abonnements en club. Est-ce que vous avez une logique quand même de fidélisation pour les très très gros joueurs ? Comment est-ce que ça marche chez vous ?
Ouais, nous, oui, on a quand même un abonnement, comme disait Franck, on a des abonnements sur les heures creuses automatiquement pour les joueurs qui viennent jouer en journée. Okay. Et après, on a des systèmes de fidélisation où tout simplement ils cagnotent en jouant, et ça leur permet tout simplement de payer un petit peu moins cher sur les positions. Et ça les rend plus accros. Exactement. Donc pas le modèle d'abonnement à proprement parler, mais des idées. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que nous, on est sur des. Alors, à la différence de Fort Paddle, c'est plutôt des très gros clubs avec beaucoup de terrain. Nous, on s'est positionné sur quelque chose d'un peu plus urbain, avec un petit peu moins de terrain à l'échelle humaine. Et c'est vrai que du coup, pour qu'il y en ait pour tout le monde, pour que tout le monde puisse jouer, si on faisait des abonnements, on aurait toujours les mêmes. Et en fait, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit ouvert, inclusif, et que tout le monde puisse venir jouer, mais les débutants essayer. Si on avait toujours les mêmes joueurs le soir à 18h, ça n'irait pas. Eh ben non, ça n'irait pas. Donc voilà, là c'est comme ça, et pour le moment, ça tient comme ça. On va regarder et jeter un œil sur les prévisions. 6000 pistes en France d'ici à 2028. C'est énorme et ça dit à quel point finalement les constructeurs, les propriétaires sentent qu'il faut y aller. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même cette logique du foncier qui nous empêche, à Paris notamment, surtout à Paris. C'est vrai aussi dans certains coins en Ile-de-France. Demain, c'est quoi la solution pour continuer à répondre à cette demande qui va continuer à grimper tout en étant réaliste par rapport au foncier? Oui, après, on marche beaucoup avec les mairies et les collectivités qui nous font confiance. Alors nous, on a un gros groupe, Players for Paddle. Aujourd'hui, juste sur l'Île-de-France, on a 5 centres, on va faire x2 d'ici fin 2026. On a 25 centres en France avec 150 pistes, je le disais tout à l'heure. On va normalement multiplier par 2 nos pistes, on va pas loin d'être à 300 pistes en fin 2026, donc c'est énorme. Mais on se positionne beaucoup sur toutes les communes, et en fait, on vient proposer, et c'est souvent les communes qui font des appels d'offres, tout simplement. On a un espace, on a un lieu, on voudrait du sport, et ben nous, on vient se positionner avec le paddle, tout simplement, avec de ce qu'on sait faire, avec notre savoir-faire là-dessus. C'est toujours possible à Paris ? C'est toujours possible. On s'adapte aussi en fonction. C'est vrai que la capacité aussi d'être assez agile et puis de pouvoir s'installer tant qu'il y a la surface terrain et qu'il y a une hauteur minimum, d'être capable de monter des terrains assez rapidement, même des terrains éphémères, sur des endroits en transition, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, ça marche. Donc ça fait partie aussi des... je suis sûre que les joueurs seront au rendez-vous en plus. Exactement, même sur la scène, sur une péniche, on y sera. Donc, ça c'est génial. Dans le monde, il y a 8 millions de joueurs, 3 millions qui suivent les étapes du World Paddle Tour sur YouTube. En Espagne, terre de paddle, depuis août dernier, le nombre de licenciés de paddle a dépassé ceux du côté du tennis, 75 000 versus 70 000. La France prend globalement la même direction. Ça inquiétait déjà le champion Novak Djokovic l'an dernier. Le 7 juillet 2024, il disait « Si nous ne faisons rien au niveau mondial, tous les clubs de tennis seront bientôt transformés en clubs de paddle ou de pickleball. » On y reviendra. Si un cours de tennis, vous pouvez construire 3 cours de paddle, faites le calcul, c'est beaucoup plus rentable pour le propriétaire du club d'avoir ces terrains. Est-ce que vous sentez que vous menacez le tennis ? Est-ce que c'est vrai ? Moi, je ne pense pas qu'on menace le tennis parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est des créateurs de joueurs. On n'est pas des transferts de joueurs, on n'est pas un joueur de tennis qui vient jouer au paddle. Ça, c'était vrai au tout début ? Ça, c'était vrai au tout début, oui. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus, Franck le disait, les sports collectifs, le foot, le basket, il y a beaucoup de sportifs et même non sportifs, des gens qui ne sont même pas sportifs qui viennent chez nous. Donc on est vraiment des créateurs de joueurs. Donc on crée de nouveaux licenciés. Et je ne connais pas les chiffres, peut-être que Franck les a en tête, mais je ne suis pas sûr qu'on ait baissé de nombre de licenciés à la Fédération française de tennis. Je pense qu'il y a autant de licenciés. C'est plutôt que le paddle. C'est juste que je pense que le tennis, ils ont dû augmenter un peu. Et nous, on vient en plus avec le paddle soutenir un peu tout ça. Et je ne pense pas que ça crée un vrai problème. Je pense que c'est plutôt du côté tennis. Peut-être que il y a une réflexivité. Il y a une réflexion peut-être dans l'animation autour du tennis. Peut-être que le tennis vieillit peut-être un petit peu. Mais ça reste un très beau sport aussi. Donc je pense que ça cohabite bien. Et pour moi, ça cohabitera bien. Ça cohabite très bien. Il y a des gens qui viennent, qui jouent au paddle le mardi, qui vont jouer aussi au tennis le dimanche. C'est pas incompatible, loin de là. C'est pas incompatible. Et c'est en effet ce que tu disais, David, c'est que le fait de former, plus il y a de terrain, plus on forme de nouveaux joueurs. Et en fait, ça passe par aussi la formation et donc du coup la création de nouveaux joueurs, donc complémentaires. Et on est sur une dynamique sympa et complémentaire. On est sorti de Roland Garros il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a aussi des grands raouts du paddle en France. Il y en a un, je crois, en septembre, non ? Ouais, c'est ça, début septembre. Début septembre. Ouais. Est-ce que là, ça arrive à capter la même attention, le même engouement que sur des tournois de tennis ? On n'y est pas encore pour le coup. Je crois que la fréquentation l'an dernier a doublé par rapport à celle d'avant, la première édition. Déjà, c'est dire. Septembre, je pense que ça va être très très fort.
Donc c'est en progression aussi, même si évidemment le tennis a son C'est pas compliqué, il suffit juste de regarder le stade à Roland-Garros, sur le moment des finales, sur le dernier week-end par exemple, où on voit l'engouement, on y est. Et ben sur le Philippe Chatrier, ils avaient ouvert que le bas la première année. La deuxième année, ils ont ouvert le haut. Donc s'ils ouvrent le haut, c'est que ça marche et qu'il y a de plus en plus de monde qui veut voir et qui viennent voir du paddle. Donc c'est que ça fonctionne. Avoir des pros jouer, c'est quand même hyper sympa. C'est très agréable à voir. C'est très. C'est des sportifs très accessibles en plus. Donc oui, non, ça avec va. lesquels on peut échanger, qui sont, j'imagine, très en demande aussi. Puisque, est-ce que pour certains, ça fait des années qu'ils sont au top niveau, ou est-ce que c'est finalement des champions qui sont en construction aussi? Il y a des champions en construction, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. On l'a même chez nous en France, on a beaucoup de jeunes qui arrivent du côté français. Même si je pense que les anciens lâchent rien. Je pense que Franck, il vous en parlera un peu mieux que moi, parce qu'il est beaucoup sur les gros tournois. Mais oui, il y a une nouvelle génération qui arrive, l'ancienne qui est toujours là. Donc, on va lui demander. On peut lui demander. Un mot sur ces champions du paddle. Alors, si on parle des champions classiques hispanophones, enfin voilà, hispano-argentins, pour l'instant, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à se faire une place, parce que les meilleurs joueurs du monde, ils sont espagnols ou argentins. Il y a pas mal d'anciens qui s'accrochent, comme le disait David. C'est vrai qu'ils sont pas prêts à lâcher leur place. Mais il y a une jeune génération, et aussi une jeune génération française qui arrive, qui débarque. On le voit de plus en plus sur les tournois FIP, qui font partie du circuit international, qui sont un peu comme par rapport au tennis, qui sont un peu les tournois futurs ou les challengers qui sont juste avant le circuit professionnel, premier paddle. Et voilà, après c'est compliqué, parce que on a des joueurs qui jouent au paddle depuis 20 ans, et puis finalement nous les joueurs qui débarquent aujourd'hui sur le circuit pro, ils ont quelques années finalement de paddle derrière eux. Donc c'est compliqué aujourd'hui de se dire ils vont devenir demain des top players, même si on remarque que dans le top 150 mondial, aujourd'hui, on a pas mal de joueurs français qui ont fait leur trou, qui font leur place. Et même chez les joueuses, on a une, quand même, Alice Colombon, qui fait partie des meilleurs joueurs mondiaux, qui doit faire partie, je pense, du top 25, top 30, qui doit être pas loin du top 20 mondial. Donc voilà, petit à petit, les Français se font une place parmi l'élite du paddle mondial, même si il y a encore du boulot. Rendez-vous dans quelques années. On accusait, c'est vrai, un peu de retard, mais vous avez raison de parler de ces têtes d'affiche. Novak Djokovic parlait du pickleball. Est-ce que vous vous sentez menacé par le pickleball? Non, mais là on vient d'ouvrir un club, je reviens de Bretagne, on a ouvert un club de paddle et de pickleball justement hier à Quimper dans le Finistère, et c'est très sympa. Alors, quelle est la différence? Alors il n'y a pas de vitre du tout. Mini-tennis, ça a vraiment la surface d'un petit terrain de tennis, même surface qu'un terrain de badminton. Très ludique, très rigolo. Assez doux aussi, déjà, non? David. Je fais tout. Je le fais aussi. Comment on dit pickleballiste? Je fais aussi, je sais pas, je fais aussi du pickle. J'avais été à Marc-en-Barœul au championnat d'hiver cette année, là. J'avais été faire le tournoi là-bas, donc je touche aussi au pickle. Et ça peut prendre de l'ampleur aussi, le pickleball? Ça peut prendre de l'ampleur, ça se rapproche plus du tennis, quand même. Ouais. De ce côté où il n'y a pas la cage, entre guillemets, il n'y a pas les grilles, il n'y a pas la vitre. Et c'est très facile pour les clubs de tennis d'animer avec du pickleball. Tout simplement qu'un terrain de tennis, on met 4 terrains de pickle avec des lignes, avec des petits filets, donc ça va très vite. Donc ça peut prendre un peu de place aussi. D'ailleurs, à mon avis, c'est plus le pickle qui peut faire un peu plus d'ombre au tennis que le paddle. Une dernière question, est-ce que le paddle aux Jeux Olympiques, vous y croyez? Ça serait tellement bien. Ouais, ça serait sympa. Brisbane peut-être 2032. Ok, on se donne encore quelques années. Ouais, il y a une petite marge. Ouais. On se laisse une petite marge. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'engouement du paddle en Ile-de-France. C'était un plaisir de vous avoir avec nous en plateau et en visio. Merci Franck Vinisti d'avoir été avec nous en visio. Un grand merci messieurs. On passe tout de suite à l'entretien culture. Le mur de Berlin est un symbole incontournable de notre compréhension de l'histoire du XXe siècle, un symbole politique, idéologique, philosophique et géographique qui a marqué une époque et le monde. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine y consacre une exposition événement intitulée Le mur de Berlin, un monde divisé. C'est une véritable ode à la démocratie en ces temps troublés, dont on parle avec Julien Bargeton. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Le mur de Berlin, c'est vrai que c'est un sujet d'étude absolument passionnant, miroir de la plus grande division du XXe siècle. Construit par le gouvernement communiste de l'Allemagne de l'Est. Il a divisé la ville de Berlin pendant près de 3 décennies. Qu'est-ce que ça dit de nous ?
C'était important pour la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de faire cette exposition sur le mur de Berlin, parce que c'est un passé qui est à la fois proche, mais qui commence à s'éloigner. Donc c'est de l'histoire contemporaine, récente, dont on a besoin de reparler. Mais qu'on oublie, qu'on commence un peu à oublier. Ça paraît loin en même temps, mais il y a quand même pas mal de générations qui ont vécu la chute du mur de Berlin. Ensuite, comme vous l'avez dit, au moment où l'Europe est extrêmement fracturée, divisée, où on vit des tensions, c'est bien de se rappeler aussi d'où l'on vient, de transmettre aux nouvelles générations qui, elles, n'ont pas connu cette histoire. Et puis, on est à la Cité de l'Architecture, il y a quand même eu des fractures urbaines liées au mur de Berlin. On a des maquettes qui montrent comment, tout d'un coup, un mur divise une ville, parfois coupant des maisons en deux. Donc, c'est extrêmement émouvant aussi de voir les témoignages et puis les multiples objets qui racontent cette histoire. Et aujourd'hui, on en voit toujours les traces quand on se promène dans Berlin. Et c'est en effet un sujet d'architecture et de patrimoine absolument passionnant. Un contexte particulier aussi, qui est celui de la guerre froide, que vous nous racontez. C'est important de faire de la pédagogie, puisque ce mur ne s'est pas érigé sans raison. Il s'est érigé dans un contexte particulier. Le but principal du mur étant d'empêcher la migration massive des citoyens de l'Est vers l'Ouest, et donc la fuite des talents, évidemment, et des ressources vers le bloc occidental pendant cette guerre, qui était une guerre idéologique, on peut dire. Bien sûr. Non, en réalité, ça nous ramène aussi à ce sujet des dictatures, des régimes autoritaires. Le régime communiste... Ça n'a jamais été autant le régime communiste, voyant fuir, en réalité, massivement des habitants de l'Est vers l'Ouest, a décidé de construire ce mur très brutalement. On voit, par exemple, dans l'exposition, un petit ours brun qui appartenait à un petit garçon qui a dû prendre la fuite, qui a dû choisir au moment de la construction du mur et qui a laissé derrière lui cet ourson. Donc on voit à quel point ça a été violent, et en réalité c'est aussi, ça nous rappelle quand même que la liberté est une valeur fondamentale de l'Europe. Voilà, c'est bien aussi de s'en souvenir. Toutes ces personnes allaient chercher la liberté à Berlin-Ouest. Est-ce qu'on peut parler d'icônes historiques pour évoquer le mur de Berlin? Alors nous avons mis des éléments du mur devant la Cité de l'Architecture, place du Trocadéro. Alors je rassure tout le monde, ils vont partir cet été. L'exposition se termine le 28 septembre, mais on va pas construire un mur sur la place du Trocadéro. Mais c'était important aussi de rappeler l'échelle, parce qu'on le voit à l'échelle, et nous, on aime bien ces éléments d'échelle, puisque à la Cité, nous avons beaucoup de reproductions d'œuvres d'art qui sont reproduites à grandeur nature. Donc c'est important aussi de le voir. Alors il y a eu, vous dites une icône, bon, on se souvient de Goodbye Lénine, de Nostalgie, etc. Mais pour nous, c'est quand même montrer aussi les conséquences d'une décision terrible sur une ville, sur un pays et sur un continent qui est l'Europe, et puis aussi le monde, parce que c'était évidemment la traduction géographique d'une guerre froide, qui a été peut-être moins froide sur d'autres continents, mais en tout cas en Europe, elle s'est vraiment marquée par le mur de Berlin. Avec 40 prêteurs au total qui vous ont permis de réunir 200 objets originaux, inédits. Vous avez parlé de plusieurs mètres de ce mur lui-même, avec les graffitis, on le sait, qui le composent et qui font aussi son âme et son identité, des barbelés, la fameuse structure Staline. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, on a mis beaucoup de choses. On a évidemment mis plusieurs structures. On a mis notamment les fils de fer, des rouleaux de fils de fer barbelés aussi. Ça, je trouve ça... Qui était en haut des murs? Qui était en haut des murs. Et puis au début, qui était le mur qui était au pied. Et puis le mur a remplacé en fait des fils de fer barbelés, avec ce mur qui est construit de façon à être courbe au début et courbe à la fin, pour en fait, il paraît pas très haut quand on le voit, mais il est quasiment inescaladable, même si on voit aussi les personnes qui ont tenté de l'escalader et qui se sont fait tuer. Il y a beaucoup de récits de tentatives de fuite, dont un à l'intérieur d'une vache. Mais on voit aussi, par exemple, que l'Allemagne de l'Est, à un moment, a compris qu'il y avait une attractivité forte du côté de l'Ouest. Et par exemple, on a mis aussi la Vespa. C'est cette Vespa que l'Allemagne de l'Est essayait de construire pour aussi, d'un point de vue industriel, rattraper son retard et de montrer qu'il fallait pas forcément aller à l'Ouest, mais quand même l'appel de la liberté a été plus fort. À la fois liberté économique, bien sûr, mais liberté politique d'abord. On retrouve aussi des notes personnelles échangées de part et d'autre du mur. C'est vrai que tous ces messages, c'est aussi autant de fragments d'histoire personnelle, de moments de vie, d'intimité de ces Berlinois qui ont été coupés en deux. Exactement. On trouve aussi des faux papiers qui avaient été faits pour essayer de passer. On trouve aussi les éléments, les paquets que les Américains avaient livrés au moment du pont aérien. Ça, c'était avant la construction du mur, puisque évidemment les Américains avaient dû faire un pont aérien et donc livrer des paquets aux Allemands de l'Est, enfin notamment au Berlin-Est. Donc tous ces éléments montrent de façon très pédagogique la vie quotidienne. Cette exposition, elle présente des éléments bien sûr d'architecture et des maquettes, mais on a
a voulu beaucoup, avec la fondation du mur, ce sont les commissariats assurés par la fondation du mur de Berlin, on a voulu beaucoup insister sur les objets de la vie quotidienne, parce que par l'émotion aussi, on comprend finalement ce qu'ont vécu les Berlinois. Et quoi de plus fort que de parler du quotidien de ceux qui ont vécu ces années, on parlait de 3 décennies avec cette pression qu'a été ce mur de Berlin, que de raconter leur vie et leur histoire. Vous avez divisé l'expo en 4 zones. On est guidé avec évidemment un audio guide et une narration qui est très travaillée, puisque le but c'est de nous apprendre un maximum de choses aussi, évidemment. La première zone, elle est consacrée à ce contexte géopolitique qu'on évoquait, à ce monde fracturé. C'est important de rappeler aussi ce qui a mené à la construction de ce mur, parce qu'on a tendance à parler de ce mur comme s'il était le début et la fin d'une histoire, alors qu'en fait, il y a un contexte. Le mur qui s'érige comme ça d'un seul coup en 1961, en fait, est le produit de cette longue histoire qui est la guerre froide, et notamment la division de l'Allemagne. Mais Berlin n'est pas sur la frontière, c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'on montre bien. Berlin est à l'est, et donc il y a une poche, en fait. Berlin-Ouest, c'est une poche dans la RDA. Ça paraît inimaginable quand on voit des cartes, on se dit mais ça n'a aucun sens. Voilà, mais ça il faut bien le rappeler, parce qu'aujourd'hui on peut perdre un peu ce fil de l'histoire. Il n'y a pas de mur de Berlin sans compréhension de ce qu'a été la guerre froide, et puis notamment 1953, en réalité les Allemands de l'Est ne supportent pas le régime, notamment à Berlin, et il y a eu une répression très forte qui est un peu oubliée, cette répression de 1953, avec beaucoup de victimes, et le mur en 61, c'est la suite directe aussi de ces manifestations de 1953, et puis du raidissement progressif entre les États-Unis bien sûr, et puis entre les États-Unis et l'Union soviétique et l'URSS, et à un moment, le fait que le régime communiste était en train, les régimes totalitaires étaient quand même en train de perdre une bataille, la bataille économique, la bataille de la qualité de vie, la bataille de la liberté, et que donc les Allemands, les Berlinois de l'Est essayaient de passer à l'Ouest, et donc c'est toute cette histoire qui a précédé, qui explique qu'à un moment, le régime communiste a décidé de faire élever ce mur. Est-ce que Berlin était déjà une ville coincée, une ville otage, une ville prise en étau avant même la construction du mur? Oui, parce qu'il y a eu le pont aérien. Bien sûr, c'était une ville, c'était très compliqué de pouvoir vivre à Berlin, puisque on connaît l'histoire, elle a été partagée entre les Alliés. D'ailleurs, il y a le secteur français qu'on oublie un peu, mais on le montre dans l'exposition, parce qu'on a parfois oublié, mais il y avait un secteur français aussi à Berlin. Et donc, c'était bien sûr de rappeler aussi ce qui est... Et cette ville qui a toujours été extraordinaire, qui était une très grande ville, détruite à 80-90% par les bombardements, donc une ville très moderne, et puis la chute du mur, 89, et ce que c'est aujourd'hui, d'un point de vue architectural aussi, Berlin, et le Berlin qu'on connaît aujourd'hui, très, très attractif du point de vue de la fête, de la culture, et ça a toujours été une ville très particulière en Allemagne. C'est sans doute, peut-être que je me trompe, il faudrait vérifier, mais c'est sans doute une des villes qui avait le moins voté pour le parti nazi. C'était une ville qui était un bastion de résistance, et le régime nazi a dû s'imposer à Berlin. Il était beaucoup plus dominant dans d'autres villes, mais les Berlinois n'étaient pas les plus farouches partisans au départ. Donc c'est comme souvent dans les grandes villes, cette dimension très particulière, rebelle. Et je crois que, évidemment, pour les Berlinois de l'Est, c'était très difficile la vie. C'est ce qu'on montre dans cette exposition, mais encore une fois, à travers des objets, des explications et une façon pédagogique. Justement, je me permets de rembobiner un peu à la construction du mur. Vous en avez parlé en 1961. Comment est-ce que ça s'est passé pour ceux qui nous écoutent d'un point de vue logistique? On imagine mal des agents de la ville venir poser des briques pour construire ce mur. Comment est-ce que ça s'est passé? Très rapidement, ils avaient préparé. Le régime avait préparé, donc il y avait les barbelés, ils ont remplacé, parce que ça ne suffisait pas, donc ils ont remplacé en une nuit, et puis après ça a été progressivement, ils ont changé de prototype, il y a eu plusieurs types de murs, etc. Pendant ce temps-là, les habitants pouvaient encore passer? Alors, juste au moment où c'était construit, mais là, ils ne pouvaient plus passer dès la construction du mur, y compris en coupant des maisons en deux. Il y a une rue, on la voit, où en fait les maisons, finalement les maisons ont été démolies, mais les maisons n'ont plus de vis-à-vis, parce qu'en fait, il y a un mur qui s'érige comme ça, à la moitié d'une rue, qui coupe une rue en deux. Donc c'est absolument incroyable, et ça a été d'une violence folle, et avec des personnes qui ont dû fuir dans le moment même, et y compris des familles coupées en deux, des fiancés séparés, etc. C'était extrêmement violent. Ça a donné des romans d'amour absolument incroyables, la séparation entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Ça a donné beaucoup de films, beaucoup de romans, beaucoup de littérature, et donc c'est vrai que c'est une histoire qui nous paraît aujourd'hui incroyable, mais qui n'est pas si éloignée. Voilà. Donc on se dit qu'en ce moment, il faut plutôt ériger
des ponts que des murs. Vous avez raison de remettre dans ce contexte, évidemment, et cette actualité. Et vous racontez avec beaucoup d'humanité, justement, comment Berlin a continué à vivre, Berlin-Est, Berlin-Ouest, après, justement, la construction de ce mur, les destins de ces familles fracturées, familles coupées en deux, des trajectoires personnelles impactantes, des gens courageux, pour certains qui ont essayé de fuir, pour d'autres qui ont essayé de trouver des solutions pour rejoindre leur famille. On voit les tunnels. On voit l'histoire de la vache, ce qu'on a appelé parfois cette idée de se mettre, voilà, comme les Troyens, une personne qui avait utilisé, justement, je crois, pour rejoindre sa fiancée. Pour passer mais bon, la vache qui était fabriquée a vite été reconnue par les soldats de l'Allemagne de l'Est. Et puis, toutes les façons d'essayer de franchir ce mur, avec y compris des noyades dans la Spree. Enfin, c'est quand même une histoire très bouleversante. Plusieurs milliers de personnes quand même qui ont tenté de passer. Donc c'est très voilà, ça nous rappelle quand même cette valeur très importante pour nous qui est, je crois, bon de rappeler, qui est comme la liberté. C'est une valeur qui nous rassemble dans l'Union européenne. Est-ce que c'est ça qui déclenche la destruction de ce mur aussi, ce besoin de liberté? C'est plusieurs choses. C'est la fin du régime soviétique 89. Ça précède juste voilà, c'était Gorbatchev, c'était on voyait bien que le système de l'Union soviétique ne tenait plus, annonçant qu'il ne pourrait pas sauver le mur, etc. Donc les Berlinois ont compris que c'était fini, et à un moment, ça s'est fait comme ça, dans la paix, pacifiquement. Ouais. Moi, j'étais assez jeune à l'époque, mais quand on a vu ces images, de voir ces images de destruction pacifique, rapide, etc., cette ode à la liberté, c'est quand même extraordinaire. Honecker, donc le dirigeant de l'Allemagne de l'Est, en début 89, dit « le mur est encore là pour 50 ans », et 8 mois après, il est balayé en quelques minutes. Voilà, c'est très, très émouvant. Est-ce qu'il y a une sidération des Berlinois au moment où ce mur est détruit? Ah oui, il y a une sidération, et il y a des gens qui se précipitaient de toute l'Europe pour aller voir, parce qu'on n'en croyait pas nos yeux, littéralement. On imaginait ce mur construit pour extrêmement longtemps, et voir tout d'un coup Rostropovitch jouer du violoncelle, voir tout d'un coup la façon dont le mur a pu être symboliquement et physiquement détruit. C'était évidemment aussi cette idée de l'autre Berlin, celui qu'on ne connaît plus depuis 30 ans. Oui, qu'on ne connaissait plus. Enfin, on pouvait y aller, on pouvait visiter, mais c'était très très long. Pour celles et ceux qui l'ont fait, on attendait des heures à la douane. Voilà, c'était extrêmement contrôlé. Bon, mais là, tout d'un coup, on a découvert ce qu'était cette réalité d'une autre Allemagne et d'un autre Berlin. Voilà. Est-ce que vous croyez à la valeur éducative de ce symbole et donc derrière de cette exposition? Cette exposition a pour vocation de transmettre aux nouvelles générations cette histoire. Je pense qu'il est bon de le rappeler à un moment où il y a des tentations totalitaires que des hommes et des femmes, dans une époque récente, se sont battus pour leur liberté. Et dans un pays voisin et au cœur de l'histoire européenne. Je trouve que c'est évidemment très, très important d'en parler, et encore une fois on le fait de façon très pédagogique et c'est une exposition qui est faite pour toutes les familles. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous en parler à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le mur de Berlin, un monde divisé. Merci beaucoup Julien Bargeton d'être venu nous la présenter sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'était un plaisir. Merci de votre invitation. Et on passe tout de suite à l'art de vivre. Le Tour de France est le rendez-vous populaire annuel sportif le plus attendu par les Français. Samedi, rien que sur la première étape du Tour, 1 million de spectateurs étaient massés sur le bord des routes du Nord. Meilleures audiences TV depuis 2020, avec plus de 3,2 millions de téléspectateurs rien que sur France 2. Un engouement qui ne cesse de croître, nourri par la série événement diffusée sur Netflix et le succès des produits associés. C'est le cas de l'application TDSG, la tête dans le guidon, dont on va parler avec Armand Lavenne. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Merci. Vous êtes cofondateur de cette application TDSG. D'abord, votre rapport au cyclisme, évidemment. Est-ce que vous êtes un amoureux du Tour de France? Alors oui, évidemment, comme tous les Français, je pense. Alors le truc, c'est que moi, je suis un peu le cycliste du dimanche. C'est-à-dire que je suis la troisième roue du carrosse. C'est vraiment, voilà, on est 5 fondateurs et je suis celui qui pratique le moins. Mais je m'y mets du coup, j'ai pas le choix. Je souffre énormément en ce moment. Mais étant obligé d'être un excellent cycliste pour suivre le Tour, pas sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. Par contre, je suis fan et depuis que je suis tout petit, je collectionne les bobs et tout ce que vous voulez. Mais par contre, la pratique, c'est pas encore pour moi. Vous savez qu'en régie, ils font ça avant de commencer l'émission pendant le Tour de France. Ils regardent
l'étape qui commence du Tour de France pour pouvoir nous la raconter en fin d'émission. Donc il y a déjà en effet cet engouement jusque dans le travail de chacun et jusque dans nos vies évidemment au quotidien. Émotion particulière cette année qu'a rappelé Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, avec cette dernière étape du Tour sur la butte Montmartre. Je vous propose qu'on l'écoute et je vous fais réagir bien sûr. C'est ça qui fait la légende du Tour de France. On n'est pas allé chercher la montagne Sainte-Geneviève ou Belleville pour ajouter à Montmartre. Et pourtant, c'est toujours à l'international l'une des plus fortes audiences du Tour. Parce que le Tour, c'est la plus grande compétition cycliste au monde. Mais oui, en effet, cher Marc, toi qui te moques de moi en permanence, c'est tellement plus que ça. La prise de vue dominante du Tour de France, la beauté de la capitale de la France, la beauté de Paris. Ça va être un moment qui va nous marquer, évidemment. Il y a toujours des moments qui marquent le Tour. Chaque année, des victoires, des chutes, des paysages, des départs. Vous, c'est le départ de Thibaut Pinot en 2019 qui vous a remué. Absolument. Alors en fait, c'est l'idée de TDLG, c'est vraiment la genèse qui est partie en 2019. Alors c'est pas vraiment, ça c'est pour romancer l'histoire. Ça c'est la petite histoire. Voilà, en disant que voilà, on était tous très tristes, même dévastés. Et du coup on s'est dit bon bah on va monter un jeu, on va essayer de s'y mettre de notre côté. Et pendant 5 ans ça a été donc une application, mais pas vraiment, ça a été plutôt un fichier Excel. Et on s'éclatait tous les étés sur le Tour de France. Ensuite on a fait le Tour d'Italie, mais vraiment que entre nous. Et ensuite il y a eu des reconversions professionnelles, des designers, des développeurs du dimanche encore une fois. Et donc on a lancé l'application TDLG il y a 2 semaines. Et donc bon voilà, on est sur tous les fronts, on est sur tous les bugs, on est sur tout ce que vous voulez, franchement. Avant de parler de l'application et de la manière dont elle fonctionne, je vous propose qu'on regarde quelques réactions de ceux qui étaient au départ de la course, de la première étape à Lille. On regarde ça ensemble et je vous fais réagir évidemment. On regarde ça à la télé tous les ans et on a toujours rêvé d'assister à un grand départ. Donc voilà, c'est un rêve qu'on réalise aujourd'hui. Les émotions, je vibre, les années avec des Français, mais pas que. On s'attend à avoir des super belles étapes, à avoir des frissons dans l'école ou alors au niveau des sprints, à trembler, à ne pas savoir, du suspense. Enfin, il y a plein d'émotions qui, selon les étapes, qui peuvent être différentes. C'est un honneur, je trouve. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Bon, je ne sais pas si je le revivrai un jour, donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'être là. C'est la première fois que je vis le départ du Tour de France ici à Lille. Alors là, c'est un exemple de quelques passionnés, des passionnés que vous visez au travers de l'application que vous avez créée, une app de fantasy vélo. Ça veut dire quoi ? Alors le fantasy, c'est vraiment un essor. Le fantasy, donc ça peut être vélo, ça peut être football, ça peut être tout. Mais là, le fantasy vélo, c'est-à-dire que les sportifs dans la vie réelle vous rapportent des points dans le jeu, selon leur performance. Ça n'a rien à voir avec des applications de paris sportifs ? Absolument pas. En fait, là, l'idée, c'est qu'entre potes, vous allez créer un peloton privé. On va dire que si on est 5, une fois que les 5 ont rejoint le peloton, on lance le peloton. Et là, il y a une phase d'enchère fictive, avec de l'argent fictif, évidemment, où chaque joueur, selon son pédigré, va coûter tant ou tant. Et on va respecter notre budget, on va prendre notre équipe et on va aller au front avec 8 coureurs cyclistes, et c'est là où on va commencer à vibrer. Chacun aura choisi sa stratégie, son flair, douteux ou pas, à nous de voir en tout cas, mais c'est comme ça que ça démarre le fantasy. Mais donc on choisit des coureurs qui existent vraiment, donc je peux être Pogacar ? Bien sûr, vous pouvez avoir donc là, Pogacar. Je ne prends aucun risque. Alors ok, mais vous avez 15 bonus sur les 21 étapes, parce que c'est étape par étape effectivement, vous avez 15 bonus pour changer la donne. C'est-à-dire que si vous avez une équipe claquée au sol, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre des bonus, votre stratégie en place, et on peut, si vous essayez l'application, vous verrez qu'il y a des alliances qui se créent, et c'est pas toujours si évident que ça. Alors, ce qui est très, très amusant, c'est que vous avez parlé des enchères. Donc, on mise sur une équipe, une stratégie, vous l'avez rappelé, et vous proposez des jokers pour pimenter un peu la course, crevaison, voiture médicale, ravito, picouse. Picouse, c'est quoi ? Picouse, c'est un petit coup de fouet. Voilà, c'est un petit coup de fouet. C'est du dopage ? Alors on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est virtuel, hein, attention, c'est très virtuel. Il n'y a pas de... Non, c'est virtuel. Mais effectivement, c'est tous ces termes-là, on va dire, c'est vraiment franchouillard, c'est vraiment mauvaise foi, c'est vraiment malus bonus. Donc l'idée, c'est de se marrer entre potes. Ah oui, c'est ça, c'est totalement ça. Et en même temps, c'est ça l'esprit, je pense, du Tour de France. Mais pas que, c'est aussi de se dire que le Tour de France, c'est multigénérationnel, c'est incroyable, enfin, on y est tous, mais il y a aussi 11 autres mois dans l'année où Pogacar il fait pas la sieste pendant 11 mois et il se passe d'autres choses très très intéressantes aussi, donc on essaye de mettre ça aussi en avant, c'est-à-dire de faire vibrer les gens. Pour continuer à suivre le cyclisme en dehors aussi des grandes étapes du Tour de France ? Absolument, c'est ça, exactement. Vous allez devoir nous parler de la technique du suce la roue.
Alors, technique du suce-la-roue, c'est très simple. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'aujourd'hui, ça va être très simple. Evenepoel, il est hyper favori, archi favori. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en régie là dans la course en live. On n'a pas le droit de nous donner d'informations. Mais Evenepoel est comme un dingue et on sait qu'il va gagner. Voilà. Et bien, si on lui suce la roue, on va marquer le même nombre de points que lui sur l'étape, même si je ne l'ai pas. Moi, j'ai Kevin Vauquelin. Et il me fait un peu rêver, mais bon, c'est pas Evenepoel sur une étape comme celle-là. Et ben, je vais lui sucer la roue, désolé pour le terme, et ça va me permettre de me dire. Et est-ce que c'est ce que font Vingegaard et Pogacar globalement sur c'est ce que j'allais dire, les éditions précédentes. C'est un vrai terme de cycliste. C'est vraiment pas inventé que pour le jeu. C'est quand ton pote il part devant, tu vas essayer de lui sucer la roue. Et c'est ce que fait Vinge avec Poggi, même si eux ils sont peut-être un peu moins potes. Alors comment ça marche ensuite par rapport au réel, puisque le but c'est de se référer aux résultats vraiment selon les vraies courses du calendrier. Je comprends pas bien le rapport entre notre peloton fictif et ensuite les courses et finalement les étapes du Tour. Et ben, là, je vais essayer. Alors, à chaque fois, je dis c'est très simple, alors que ça l'est pas du tout. C'est qu'une fois qu'on est dans le peloton, chaque étape, il va y avoir un début et une fin. C'est-à-dire qu'à partir de midi, on peut plus poser de bonus. Ah, d'accord. Donc là, on va se dire, moi, je vais pas poser un bonus parce que c'est une étape de montagne sur Poggi, machin, même si je l'ai pas. Chacun met sa stratégie en place, on peut contrer, machin. La course se fait, et à la fin de chaque étape, il y a des points à distribuer selon le premier, deuxième, troisième, quatrième. Celui qui porte le maillot jaune. Donc ça, c'est étape par étape. Donc les maillots, machin, très dur. Et ensuite, à la fin du Tour de France, le vainqueur du Tour de France rapporte encore un peu plus de points selon le classement final. J'ai tout compris. Voilà. Donc en fait, en fonction que les étapes avancent, on gagne ou non un certain nombre de points en fonction des stratégies qu'on a mises en place et donc du peloton qu'on a choisi avec ses amis. Ça demande donc un peu d'instinct, un peu de flair. Ça demande. Il faut être stratège de toute façon. Il faut avoir cette stratégie. Il faut gueuler comme Marc Madiot avec Pinot. Je veux dire. Alors, j'aurais jamais en fait, ce que vous nous demandez finalement, c'est d'être un peu dans la peau d'un directeur sportif. C'est 100% ça. D'ailleurs, on les appelle comme métier. C'est super dur comme métier. Alors, c'est super dur, mais c'est. Là, vous vous en sortez. Là, il n'y a pas de pression de sponsor, il n'y a pas de pression financière. À part la pression de finir dernier du peloton et de se faire chambrer. Sinon, ça va, il n'y a pas de pression financière. Alors, vous, par exemple, avec le peloton que vous avez rejoint et avec votre bande d'amis, sur quoi vous misez ? Alors là, je suis actuellement premier. Vraiment, je pourrais dire n'importe quoi en même temps, mais je suis. Non, effectivement, moi, c'est Vauquelin, Vingegaard, et en même temps, je suis fan de Pogacar, mais ça ouvre des portes de se dire Pogacar, je l'ai pas eu, j'ai eu Vingegaard, et je vais être obligé de donner le meilleur de ce que je peux sortir avec un autre coureur. Voilà, et de le supporter sur toute la durée du Tour, alors que ça aurait pas forcément été mon premier choix, quoi. Est-ce que ça biaise aussi peut-être un peu la manière dont on regarde du coup le Tour, puisqu'on est embarqué forcément dans cette nouvelle logique de la tête dans le guidon? 100%, ça biaise. En fait, on passe de spectateur à acteur parce que voilà, on fait sa stratégie et donc on a une équipe de 8 coureurs. C'est comme si on était dans la voiture. Vous dites des mots petits en hurlant? Absolument. Quand il y en a un qui part en échappée. Oui, possible. Il y a combien d'inscrits depuis que vous avez lancé l'application? Alors, depuis qu'on a lancé... Alors, il y a 230 inscrits, pour être très précis, avec plus ou moins de courses actives, donc le peloton qui met des bonus, et puis voilà, et puis donc on est très content du lancement. On voulait commencer petit, on a fait plusieurs tests, on a pas mal de bugs, donc on fixe tout ça en allant, mais on sera fort pour la Vuelta et pour la 2026. Parce que vous allez évidemment suivre avec encore plus d'envie le Tour de France que les autres courses, mais vous allez suivre évidemment toute l'année cycliste pour être parfaitement au rendez-vous l'an prochain avec une application qui sera encore plus téléchargée, on vous le souhaite. C'est quoi votre objectif? Faire aimer le vélo à tous, que les passionnés puissent avoir un lieu où se retrouver, que... C'est un peu tout ça. Le premier objectif, c'était juste personnellement d'envoyer du lourd, d'aller au-delà de la course, de pouvoir vibrer en étant acteur. Et c'est vrai qu'aussi, le fait de prendre les gens sur le Tour de France et de les amener sur d'autres courses, de les rendre passionnés du cyclisme comme ça a été mon cas, c'est aussi un objectif certain maintenant. Vos pronos pour ce Tour 2025? Kevin Vauquelin en jaune sur les Champs-Élysées. Ah oui, vous êtes hyper ambitieux. Je vais dans mon équipe, donc c'est vrai, vous savez pas le choix. Pour ça, je disais que vous êtes parfaitement biaisé. Absolument, 100%. Parce qu'il n'a pas les meilleures chances à l'heure où on se parle. Je crois pas, non. Et vous attendez beaucoup l'épreuve sur la butte Montmartre? Ouais, ça fait penser à ce qu'on avait vu aussi pendant les JO. Et en vrai, c'était tellement spectaculaire, c'était dingue. Donc, ça a joué ça aussi pour le vélo, non? Moi, je sais que ça a été un grand moment d'émotion que de découvrir les coureurs dans le cadre des Jeux Olympiques, dans Paris, dans cet univers, ces écrins à chaque fois, puisque c'est aussi l'âme du Tour de France.
Absolument. Et ça donne envie de regarder encore plus peut-être cette édition 2025. Et donc de télécharger La tête dans le guidon. J'ai rien d'autre à dire, c'est magnifique. Je cherche l'acronyme TDLG. Exactement. La tête dans le guidon. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Armand Lavenne. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on peut donc suivre le Tour de France en étant encore plus impliqué, en créant son peloton. C'est avec La tête dans le guidon. Un grand plaisir de vous avoir eu en plateau. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. Bonne soirée.